Riyad. Bonjour. Merci d'être ici pour T'es unique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, tu sais, on va parler de ton personal branding. Je suis un triple athlète de rugby, fauteuil, basket et natation, Oui. Et entrepreneur. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes justement ton parcours, te pousse dans tes projets, ce qui t'anime. Eh ben, je suis tout oui, j'attends tes questions. Alors, avant ça, je t'ai apporté un petit thé. D'accord. Du palais d'été, un petit thé qui peut te correspondre. Je sais que tu es originaire de Tunisie. Donc, je t'ai choisi un thé au zeste d'orange. Je me suis dit que c'était plutôt énergétique. Toi qui es un grand sportif. Tu aurais pu me mettre aussi du thé au piment, c'est top. Bon. Bah écoute, je vais découvrir ton thé à l'orange. Eh ben super. Alors moi, je vais le servir et puis en attendant, je te laisse la parole. Raconte-nous un petit peu ton parcours d'athlète, d'entrepreneur. Pourquoi le sport aussi? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire une carrière sportive? Pourquoi le sport? Parce que j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux. Et à l'époque, les éducateurs, les enfants agités, ils les mettaient au sport. Puis les enfants un peu trop endormis, on les mettait au sport aussi. Au fait, le sport était un des éléments, il y avait deux éléments qui étaient la culture, l'univers artistique et le monde du sport qui animait pas mal nos journées après les soins et l'école. Et donc c'est pour ça que le sport fait complètement partie de ma vie. Et où j'ai vraiment accroché avec le monde du sport, c'est déjà quand on trouve une discipline qui nous passionne. Par contre, là, j'ai pas d'éléments. Pourquoi je suis tombé amoureux du basket? Ça, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Une idole ou pas du tout? Non, c'est quand je voyais les autres jouer. Je veux dire, ce jeu, cet esprit, voilà. Il y avait quelque chose qui m'attirait vraiment dans le basket. Et donc, moi, j'ai plutôt été embarqué par la natation. Et le sport me permettait de sortir de ce lieu un peu fermé qui était le centre de rééducation, et donc ça me permettait de découvrir le monde. Ta famille, elle t'a poussé aussi vers ça? Peut-être que tu avais un modèle familial qui poussait spécifiquement vers l'envie de se dépasser, ou c'est vraiment, ça c'est venu de toi? Je pense que c'est surtout de l'environnement dans lequel j'ai été, quoi. Après, j'ai pas eu quelqu'un dans ma famille qui m'a dit il faut devenir sportif. D'accord. Moi, le sport, c'était d'abord du jeu, c'était du plaisir, c'était de la passion. Et j'avais une projection, c'était pas forcément d'être le meilleur, mais d'être avec les meilleurs, de jouer avec les meilleurs. Mais pour jouer avec les meilleurs, il faut quand même faire partie des meilleurs. Donc j'avais pas calculé ça comme ça. Donc j'avoue qu'avant, j'étais pas du tout un compétiteur dans l'âme. C'est vrai? D'accord. Pas du tout. Et c'est venu plus tard? C'est venu plus tard. En fait, c'est vraiment... je suis rentré dans cette culture de la compétition quand j'ai été au premier jeu à Barcelone, mes premiers jeux en 92. Et là, j'ai découvert à quel point le haut niveau, donc cet esprit de compétition amenait l'émulation et l'émotion. Ouais, complètement. Et là, je me suis dit, ouais, je vais en être, quoi. Et c'est là où j'ai compris l'importance de cette notion de compétition, dans le bon sens du terme, parce qu'évidemment, la compétition, si on la met n'importe où et n'importe comment, elle fait l'effet inverse de ce qu'on souhaite avoir. Donc c'est plus le dépassement de soi, mais c'est l'écrasement des autres. Et donc il faut faire attention, il y a toujours une frontière à pas dépasser. Mais cette compétition, ouais, elle m'a procuré pas mal d'émotions. Quand je regardais un match de basket au jeu, voilà, la beauté du geste, du mouvement, cette technicité, cette intelligence de trouver une solution à une situation de manière quasiment instinctive, quoi. On se dit, mais waouh, comment il a pu penser à ça? Et donc c'est tout ce travail, tout ce talent qui est exprimé. Vivacité en fait d'esprit. Et en fait, c'est cette confrontation qui t'amène à ce niveau-là. Donc c'est cette compétition saine. Voilà, du coup, tu as été vachement coaché, je suppose, au fur et à mesure que tu as avancé. J'ai eu des coachs et j'ai eu des joueurs qui m'ont servi d'exemple, beaucoup. Donc moi, j'étais assez admiratif et je trouvais que c'était toujours incroyable d'être à ce niveau-là, d'être dans ce monde-là avec ces personnes qui étaient hyper talentueux, quoi. Donc c'était un cadeau. Et aujourd'hui, tu fais de l'entrepreneuriat
Et tu es très engagé aussi dans la cause handicap, mais c'est venu plus tard en fait en arrêtant le sport ou en parallèle ou J'ai toujours eu cette culture, en fait l'entrepreneuriat il est arrivé malgré moi parce que j'ai eu un BEP d'informatique électronique et en fait jamais personne n'a voulu de moi. Ok. Donc à l'époque ça s'appelait la Cotorep, quand la Cotorep m'expliquait mais pourquoi vous voulez travailler, vous avez une pension. Et là, ça a fait un espèce d'électrochoc dans ma tête où je me disais non, c'est pas possible. On est en train de me dire un truc, mais toute mon enfance, mon adolescence, on m'a opéré, on m'a levé tous les matins pour aller à l'école, pour m'expliquer qu'à la fin, tout ça a servi à rien et que je vais attendre la mort tranquillement dans un foyer de vie ou d'un centre de je sais pas quoi. Donc ça a été un petit peu brutal, quoi. Donc je suis devenu entrepreneur au départ parce que personne n'a voulu m'embaucher. Donc je suis devenu autodidacte et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et du coup, tu peux nous parler aujourd'hui des projets que tu mènes, hein? Dans l'entreprise, j'ai plusieurs, on va dire plusieurs univers. Il y a évidemment, moi je suis très axé sur l'économie sociale et solidaire. Alors ça t'embête pas de le tourner un peu comme ça? Sûr. Super, merci. Tu vas me dire si ce thé au geste d'orange vaut le détour ou si c'est que un bon marketing. Mesdames et messieurs, vous allez assister à une scène qui peut être joyeuse ou dramatique, je ne sais pas. L'entrepreneuriat, donc moi je suis avec un de mes associés, Ralph, sur la partie audiovisuelle. Donc on a racheté une entreprise adaptée qui existait déjà. Aussi, dans l'esprit associatif, quand on a créé CAPSA, on était déjà dans cet esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas juste d'obtenir des subventions institutionnelles, mais comment créer un modèle économique qui était complémentaire. C'est-à-dire que avoir des subventions au début, moi, j'étais pas trop dans cette dynamique. C'est plutôt mon papa spirituel, Jacques Loiseau, qui m'a dit « Attends, tout le travail que tu fais, il faut que tu prennes cet argent parce que c'est nos impôts. » Et c'est pour ça qu'on a les impôts, c'est pour aussi quand l'État ne peut pas forcément être à tous les niveaux. Et l'esprit d'entreprise, on va dire avec le monde associatif, c'est aussi ça. Et donc voilà, ce que tu fais sur le terrain, dans le milieu du handicap, du sport, tu mérites d'être accompagné, mais je voulais toujours garder ce côté un peu entrepreneurial, quoi. Et c'est vrai que dans le monde associatif, on oppose souvent le monde économique et le monde du social, et pour moi, il était évidemment complémentaire. C'est-à-dire que plus on a de moyens, plus on peut faire du social. Ouais, donc, c'est sûr. Donc après, j'ai jamais vraiment compris cette logique et cette frontière, alors qu'au contraire, après, il faut toujours mettre les choses dans un ordre bien clair, c'est-à-dire que l'économique est au service du social, mais pas l'inverse. Voilà. Mais souvent les gens font des fois un peu l'inverse et c'est un peu dommage. Oui, je comprends. Et si tu pouvais définir ta mission professionnelle en une phrase, c'est quoi? Ma mission professionnelle, c'est pas juste faire de l'argent, mais aussi promouvoir l'art des gens. Il y a l'argent et il y a l'art des gens, et je pense que c'est aussi important. Voilà. L'art des gens, dans quel sens? L'art des gens, on a tous un talent. On existe dans ce monde, dans cette belle société française, et il y a quelque chose qui est assez cruel. On s'en rend pas compte, mais c'est quel est ton rôle dans la société? Et la première chose qu'on pose dans ce pays, quand on rencontre quelqu'un après avoir demandé son prénom, c'est tu fais quoi dans la vie? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc le tu fais quoi dans la vie, il donne ton identité du collectif. Donc t'es quoi? T'es ingénieur, t'es médecin, t'es avocat, t'es artiste, t'es sportif. Oui, ça classe. Ça classe. On a besoin, alors je trouve que c'est dommage, mais on a besoin de ce classement pour mettre une étiquette et puis pour savoir à qui on a affaire. Et donc quand t'es pas dans le monde du travail, t'es un peu nulle part, quoi. Oui, c'est ça. Et donc ton identité, elle en prend un coup. Ouais. Et si tu pouvais citer justement les valeurs qui filtrent ou qui te poussent vers tel ou tel projet, telle ou telle collaboration, vous pouvez les lister, quelles seraient-elles? En fait, moi, c'est pas toujours une question de valeurs. Les valeurs, elles sont là, et c'est pas ce qui va me diriger vers une entreprise commune avec quelqu'un. C'est d'abord la personne. Voilà. Est-ce que la personne, ça me fait plaisir de monter un projet, et je sais pertinemment que dans notre société, dans notre monde où on est hyper sollicité,
si tu veux revoir un peu plus souvent quelqu'un, il faut qu'il y ait un projet commun. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et j'ai l'impression que tu marches beaucoup à l'intuition. Tu as dit plusieurs fois le mot énergie lorsqu'on s'est rencontrés. Du coup, c'est quelque chose d'important pour toi, le côté intuitif. Oui, c'est fondamental. Moi, j'ai pas de grand diplôme, donc il y a des gens qui ont une intelligence qui ont été sculptée par le collectif, par le monde universitaire, scolaire. Moi, mon intelligence, elle a été sculptée par le quotidien, par la vie, par les rencontres. Donc voilà, donc automatiquement, il faut que tu aies un élément, que ça soit des codes différents. Donc c'est une intelligence intuitive. Je peux pas aujourd'hui, tu peux me parler de choses que je maîtrise pas. Par contre, ta manière d'être, ça, je la comprends. Oui, je comprends. Je peux maîtriser ça. Je suis hyper contente que tu aies dit oui à mon émission, alors. C'est top. En termes de personal branding, quel serait le bon conseil que tu pourrais donner? Donc en termes de communication de soi, mais avant tout de son projet professionnel. Je pense pas qu'il y ait de bons conseils parce qu'en fait chacun est unique et que chacun prend des voies. C'est la seule chose que je peux à la limite exprimer, c'est mon parcours et après les gens s'en inspirent ou pas. Mais après je peux pas dire tiens il faut faire ça parce que quand vous dites un mot, il est digéré de manière différente par chacun. Donc il traduit des projections ou des compréhensions qui ne sont pas celles que toi tu peux attendre. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, moi, il faut avancer. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il faut y aller, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait moi. Voilà, j'étais passionné. Il faut s'écouter quelque part. Ouais, j'étais passionné par le fait que je vois une balle rebondir et le fait d'un seul coup d'aller vers cette voie du sport, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, alors que jamais j'aurais pu imaginer, si on m'avait fait un peu le truc traditionnel, tu te projettes tout dans 10 ans, je me projette nulle part, mais par contre, je sais ce que je veux ici et maintenant. Et ça a été le plus important. Parce que j'étais ancré dans le réel du moment, quoi. Une belle détermination, mais je suppose que des fois, lors de ta carrière sportive, tu as eu aussi des moments de découragement. À quoi tu t'es raccroché pour toujours avancer, regarder devant? Je me suis accroché au jeu, à la passion. Est-ce que ça me fait toujours plaisir d'aller me mettre sur un terrain et de me... quand on se fait du mal et que ça nous fait du bien, c'est bon. Quand on se fait du mal et que ça nous fait du mal, il faut arrêter. On est chez T'es unique, donc moi je te dis que tu es unique, mais... Nous le sommes tous, non? Oui, mais attends, laisse-moi finir ma phrase. Excuse-moi. Je reprends une gorgée, j'ai vite. Voilà. Désolé, on va retourner la scène. Donc, oui, je suis unique, exactement. Tu es unique. Et quel autre adjectif tu aimerais qu'on puisse penser de toi? Ah, waouh. Ah ouais. Je te pose une colle. Là, tu me poses une colle parce que j'aime pas penser à la place des autres. Ouais. Et ça, je supporte pas parce que beaucoup de gens ont pensé à ma place. Et c'était quelque chose qui vraiment m'irritait profondément. Et je pense que chacun pense qu'il a envie de moi. Par contre, là où je vais mettre un point d'honneur, c'est qu'est-ce que moi je pense de moi. Voilà. Donc il y a des choses où je suis né là, j'ai fait ça, mais c'était pas de ma faute, quelque part, parce que je n'ai pas choisi. Par contre, ce que j'ai choisi, c'est là où j'ai envie d'être fier de ce que j'ai pu accomplir dans les choix que j'ai faits. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais des petites questions surprises. Bon, rien de méchant, hein, tu sais, je suis pas une sorcière non plus, mais bon, voilà. Quand tu commences à annoncer des choses comme ça, je m'inquiète un peu. Non, c'est le piment que j'ai pas trouvé, j'ai pas les d'été, voilà. Donc je te propose d'en choisir une et d'y répondre. Je vais prendre celle qui est la plus tordue. Ok. Je te laisse l'ouvrir. Ouais. Alors, portes-tu un gris-gris? Si oui, lequel? Mes cheveux. Ah, raconte-moi tes cheveux. Parce que moi, c'est ce que j'ai bien retenu en plus la première fois que je t'ai vu. C'est pas un gris-gris, mais en fait, c'était un conflit avec mon père. Ouais. Et en fait, le fait d'arrêter de couper mes cheveux à l'âge de l'adolescence m'a créé une identité. J'étais repéré et repérable parce que on disait tiens le rasta à roulette quoi. Et donc
Et donc ça a ancré un personnage aussi, ces cheveux. Oui, donc c'est une marque identitaire. Oui, c'est-à-dire que souvent, les gens, on ne se souvient pas toujours des prénoms des personnes, mais en fait, mon personnage restait dans le souvenir des gens parce que j'avais les cheveux. Et les gens, et c'est ça qui était drôle, même quand j'allais dans les écoles ou des choses comme ça, et je venais parler du handicap, mais les gamins me parlaient de mes cheveux avant de me parler de mes mains. Et tirer les cheveux aussi. Mais ils étaient là, mais c'est des vrais cheveux, mais pourquoi tu es comme une fille tu vois, et ça a toujours, en fait, ces cheveux ont toujours créé aussi une relation avec l'autre. Ouais. Voilà. Et souvent, quand je rencontre les gens, les cheveux sont souvent Ouais, c'est une vraie aspérité, bien sûr. une thématique qui arrive dans la conversation, quoi. Et alors, t'as mis combien de temps pour faire ça et comment et tu les as roulés Du coup, j'ai toutes ces questions, moi. Je sais pas si mes histoires capillaires vont intéresser ton public, mais bon. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Au plaisir et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Merci.